Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, donc, et ben voilà. Ben, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, ça, je vais juste le laisser pour l'avoir de côté. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de ça. Et puis, c'est tout. Donc, pour commencer, je ne vais même pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir un petit SRV XY01 et voilà, et 2 clients. Donc, en clair, il faut un serveur et 2 clients. Alors, hop, et mes 2 clients, évidemment, CLI XY01. Et CLI XY02. Tac, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Allez, je vous le mets quand même histoire que ce soit propre. Tac. Donc pour le moment, qu'est-ce que vous me faites? Vous me mettez une machine avec une adresse IP et 2 machines avec aussi une adresse IP. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est ce que je vous ai dit que vous allez faire dorénavant à chaque fois, c'est-à-dire vous me créez 3 VM. Sur ces 3 VM, vous leur mettez une adresse IP fixe pour le moment. On verra plus tard pour le DHCP. Vous vous faites l'exception dans le pare-feu pour que ça ping. Vous laissez les pare-feux activés. Vous les renommez. Vous redémarrez. Et vous vérifiez que les 3 se pingent. Et la nouveauté depuis la semaine dernière, vous me désactivez complètement Windows Update avec le petit logiciel que je vous ai donné. N'est-ce pas? Donc, installation de la VM, mise d'une adresse IP, exception dans le pare-feu, désactiver Windows Update, renommer la machine, redémarrer. Est-ce qu'on est green? On est super green? Voilà. Alors. Oui, et bon, allez, je vais aller jusqu'au... Tout le monde est sur le vSwitch privé 1. Vous vous mettez en privé sur le vSwitch privé 1. Oui.
Christophe, il se trouve Oui. déjà le petit programme pour désactiver Windows Bah, normalement, il est dans le NAS. Dans le NAS, ouais. Ouais, mais à quel endroit dans le NAS? Dans Application. 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 Et il s'appelle Stop Update 10. Ah oui. Merci. Alors, je fais
Ah oui, c'est sur le réseau. Alors, faut que tu ailles sur le réseau. Voilà, faut que tu fasses aider toutes les Windows R. Tu mets anti-slash. Ouais, mais ça, c'est sur le mode ordi, ça. Oui, mais de toute façon, tu as une copie après dans la machine virtuelle. Ok, c'est ça que je sais pas faire. Ah, bah si tu montes le disque dans la machine et tu double-cliques sur le fichier VHDX, ça te fait entrer dans l'explorateur avec le contenu du disque dur et tu peux le copier des trucs comme ça. Et attends un peu. J'ai jamais fait cette Et après, tu vas monter un répertoire de l'hyper-V. Tu as copié ton disque. Donc là, je vais sur le premier. Ouais, tu cliques dessus. Normalement, ça va te monter le disque comme nouveau lecteur. Et là, tu peux copier les dans quand tu pourras démarrer ta machine virtuelle. Et tu auras un CD de la machine virtuelle. Tu auras le fichier. Comment? Du coup, il faut faire pour les trois, quoi. C'est connu. Et après, j'ai juste à fermer les coordonnées. Après, il ne faut pas oublier de monter le lecteur avant de lancer ta VM. Donc là, je ferme, je vais terminer. Quand on a monté le lecteur, c'est écrit juste dans le poste de travail.
sur ce PC là, à gauche. Là, dans ta fenêtre d'explorateur, là, c'est à gauche, là. Ah, et c'est cela, on va dire. Ouais. Là, je fais quoi? Je fais éjecter. Tu fais éjecter, ouais. Et ça va t'enlever le suivi dans le système aussi. Pas plus, ça fait plus là, quand même, sur ça. Ah oui, c'est mon set de pension. Ok. Et après, vraiment, tu verras, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui. Ça manque de congolais tout ça. Ah, Ça fait l'effet inverse. Tu veux un petit peu de Tahiti? plus. Si tu veux. Je savais. Prends. Bah alors, Ah ouais. On se pioche. les Congolais, c'est pas par le nez qu'il faut les manger. Hein. Je tombais sur un petit peu, putain, ça va. Les trucs verts là. Ouais. Non, mais de toute façon, quand c'est vert, faut s'en méfier. Hein. Application et après c'est Non, stop, c'est ou Rome. image update. Ah, les Congolais? Ouais, ouais. Ah oui, bon ça, Ouais, oui, ouais. éventuellement, mais parce que t'insistes lourdement, hein, vraiment. Eh, à mon corps défendant, hein. Ah bah, sinon il y a des Allemands. Le gâteau à la noix de coco, ça s'appelle un congolais? Bah moi oui, j'appelle ça les Congolais. Ouais, ça s'appelle comme ça. Ou rocher coco. Ouais, j'ai Éventuellement. appelé ça rocher coco, non? Je savais pas. C'est les deux appellations. C'est pas. Bon, j'en ai mangé qu'au Congo, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le Congolais. C'était bien. Je crois que c'était une spécialité de là-bas. T'allais au Congo? Moi déjà, je vais pas rive droite alors. Déjà, le Congo. Oula. Non, c'est fini ça. Un rocher coco. Ça c'est bien quand il fasse que des blancs d'œufs. Ouais, je trouve que c'est avec ça. C'est avec des blancs d'œufs. Ah bon? On est une spécialiste des gâteaux ici? Ancienne, ouais. Non, tu déconnes. T'étais pâtissière? Ouais. Toujours pas de Toute Mais ma pourquoi- vie, ouais, j'ai été petite. Mais pourquoi t'as arrêté ça? Les horaires et tout, c'est quand même vachement chiant. Ah oui, il paraît que c'est dur. Ouais, Ouais, ouais. Ils ont les fêtes aussi, Noël, Pâques. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est ça, on peut vous lire Ah. un business, hein, parce Ouais, que... bah vas-y, tu vois. C'est ce que je voulais faire quand j'étais petit. Quand tu Ah oui. Quand j'avais 13 ans, ma mère a fait très bien, tu vas faire un stage. Ouais, ça calme. Hein. 3h du mat tous les matins. J'ai fait, ouais, mais en fait, non. Ouais, non. Non, ouais, non. Moi, j'ai non, fait ça non. en reconversion après les études. Mais bon, t'as appris 2-3 trucs quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Carrément. Les bûches et tout, les trucs, il y a de quoi faire des trucs très sympas. Et ton dessert préféré, c'est quoi? Fraisier, franchement. Mais un vrai, le vrai fait, hein, pas avec la crème. Celui qui est fait avec des fraises. C'est de Leclerc. Alors, ça oui. Mais avec la vraie mousseline, pas avec espèce de crème au beurre bizarre là. Le vrai de vrai avec la petite pâte d'amande dessus et tout. Voilà. Oh. Le vrai de vrai à l'ancienne. Quoi. Calme-toi, calme-toi. Ouais. Le fameux fraisier à l'ancienne. Il faut qu'on goûte parce que là... Fais gaffe, le Bah ouais, parce que. Ouais. Alors moi, mais j'ai goûté que des faux fraisiers. De quoi tu Oui, parles? sûrement. De la pâte Et d'amande les tartes au dessus? citron meringue aussi, t'en as sûrement mangé que des fausses. Moi, j'en faisais. Ah, j'en ai mangé. Non, mais restons sur le fraisier. À l'intérieur, c'est pas de la crème au beurre qu'on met? Non, justement. Ça, c'est la version rapide et Pas cher. pas chère. La version de bio. Et les gâteaux, c'est quand même des boudoirs qu'on met sur les côtés ou non? Ça aussi, il y a un gâteau spécial. Tu parles des charlottes? Ah oui, c'est vrai. Les charlottes aux fraises avec. Ah, c'est les- pas un fraisier, ça, la charlotte aux fraises? Mmh. Ah, la boulette. Ah oui, boulette là. Ouh là là, la grosse boulette là. Qualification. Où c'est la boulette? Qualification. Mais t'imagines, même surtout en boulangerie, c'est important. L'erreur. En boulangerie, je raconte en pâtisserie. Vous avez demandé un fraisier, j'ai fait une charlotte aux fraises. Mais alors, c'est quoi le fraisier? Et ben le fraisier, tu sais, c'est quand t'as les fraises coupées sur tout le tour du gâteau. Ça te parle visuellement? Bah ouais, mais je croyais que c'était une charlotte. Non, Charlotte, c'est une espèce de crème, une mousse en fait à la fraise. D'accord. Qui a des biscuits. Alors que dans le fraisier, il n'y a pas de mousse à la fraise. Non, c'est une D'accord. mousse vanille. Ça, c'est juste. Et il y a du gâteau dedans? Il y a en bas Ouais. un biscuit. T'as un biscuit quand même? T'as Et une après, t'en as génoise un ou en un haut. truc comme ça? Ouais, en gros, on peut mettre une génoise. Moi, j'aime bien le faire au biscuit Joconde, c'est un biscuit aux amandes. Biscuit Joconde, comme la Joconde? Comme la Joconde. Mais Et tu c'est un dois la biscuit aux dessiner amandes. dessus. Tu veux, on peut essayer. Hein. Donc tu fais biscuit Joconde, Ouais, mousse à la vanille. ouais, c'est une mousse, c'est une mousseline, c'est une crème. En Mousseline. fait, voilà, elle est montée au beurre, Ah. donc elle est hyper légère. C'est pas une crème au beurre. Hmm. Voilà, c'est une crème pâtissière que tu montes un peu au beurre, ça fait un truc super léger.
C'est quand même Et c'est très bien. assez extraordinaire que dans la même phrase, il y a le mot beurre Oui. et léger. T'en mets un peu. En plus, c'est hyper léger. T'en mets un peu. C'est pas léger? Oh, j'ai rajouté du beurre, c'est plus léger. Bah sinon, tu mets quoi? Bah d'habitude, je mets des parpaings. Je mets des cailloux. Et là, j'ai mis du beurre, c'est plus léger. Ah, c'est comme quand ils te font croire, là, ah c'est de la mayonnaise allégée. Non, alors ça n'existe pas d'abord. Ah oui, c'est vrai. La mayonnaise allégée, bah non. Oui, non, mais Mais écoute, à la place de l'huile, on a mis de l'huile. C'est ça. c'est ce que je Ah, veux il faut dire. à l'eau. Ouais, ils y montent à la gélatine. Et donc Joconde, Ouais. Tu t'en rappelles comment tu les Mousseline très légère montée au beurre, au beurre et à la vanille. bien sûr. Et à la vanille. Ouais. Re-Joconde. Ouais. Et les fraises, elles sont que sur les côtés? Non, tu mets pour la déco, tu les mets sur les côtés. Après, dedans, tu mets des petits bouts de fraises, bien sûr. Ah oui. Dans la crème. Tu enfermes Oui, parce que dans les deux biscuits. Quand je regardais le meilleur pâtissier, il disait faut pas pleurer la fraise. C'est-à-dire faut pas hésiter à en mettre. Il faut mettre des fraises. Et dessus, c'est un disque de pâte Dessus, d'amande. tu finis par mettre un tout petit peu de crème sur le veneur, et là, tu mets une petite feuille de pâte d'amande, toute fine. Et là, du coup, le mélange est super. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Mon anniversaire, c'est le 7 juillet. Ça demande du boulot, par contre. Ça se fait sur 2 jours. Oh la raclette, t'as faim, bah mange une raclette. J'ai- Ça demande du boulot le fraisier. Ah, un vrai comme ça, t'es obligé de le faire sous 12 jours. 12 jours 2 C'est long. La cave a tourné en 2 jours. 2 jours. Ah quand même. 10 jours, ouais. Et pourquoi 2 jours? Déjà, il y a les temps d'infusion. Il faut laisser la vanille D'infusion. infuser. Ouais. Tu laisses la vanille infuser dans la crème, le lait. Ouais, mais là c'est des trucs qui sont vraiment bons. Bah voilà, Voilà. c'est pour ça. C'est là, pas on- 3 gouttes d'arôme de vanille ça a qu'on un met goût dedans. de caramel, ces trucs-là, c'est pas bon. Non, c'est de la merde. Ouais. Oui, Et complètement. après, les cosses de vanille, tu les fais un peu sécher, tu les mets dans ton sucre. Comme ça, t'as un sucre vanillé. Petite astuce au cas où. Classe. Eh, on va pas gâcher. Bah, Au prix de la On vanille. jette rien. On jette rien, c'est clair. Non, puis pour la planète, on essaye de réutiliser, c'est important. Surtout qu'elle vient de l'autre bout du monde. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je crois pas trop que ça existe la vanille bordelaise. Dans la première vie, Ça me dit rien. Si tu cherches en circuit court, c'est c'est compliqué. compliqué ça. Je pense que c'est C'est comme vrai. ça. C'est Tout à vrai. fait. Alors, est-ce que ça ping? T'as mis ça. Bon, est-ce que vous avez au moins le serveur 1? Voilà. Est-ce que quelqu'un n'a pas le serveur 1? C'est bon pour tout le monde? Bon, on va déjà s'occuper de lui. Ce sera un bon début. Donc, l'objectif de ce serveur 1, qui est un serveur ordinaire, qui ne fait pas grand-chose pour le moment, ça va être de devenir notre contrôleur de domaine. Donc sur ce serveur, on va ajouter le rôle qui va nous permettre de devenir contrôleur de domaine, tout simplement. Je vous invite donc à aller dans gérer et ajouter des rôles et des fonctionnalités comme vous savez le faire depuis le temps. Enfin, si votre serveur fonctionne. Voilà. Allez, on se réveille. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et dans la liste des rôles et des fonctionnalités, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est service ADDS comme Active Directory Domain Services. C'est écrit là. En français, ils l'ont traduit, hein, c'est les services de domaine Active Directory. ADDS. Je vous invite à donc cocher la case Service ADDS afin d'ajouter le rôle contrôleur de domaine à notre serveur. Je vais donc le faire. Je vous invite à faire de même. Vous cochez Service ADDS. Une fois n'est pas coutume, vous allez avoir la fenêtre concernant les fonctionnalités. Oui, on ajoute toutes les fonctionnalités par défaut, comme d'habitude. Je fais suivant, je fais suivant, je fais suivant. Comme d'habitude, je coche redémarrer automatiquement s'il faut redémarrer automatiquement. Oui, parce que moi, il n'est pas en production, donc je peux redémarrer. Et je fais installer. Et voilà, voilà, boulou. Des questions? On va le faire tout à l'heure. Ok.
C'est ça, exactement. Le fraisier. C'est le tiramisu. Ah, le tiramisu, c'est une tuerie aussi. Mais c'est celui de ma femme. Ah oui, C'est mon c'est rapide préféré. à faire ça en plus pour le coup. Ça va, elle prend pas trop. C'est bien ça. Ah oui, c'est pas cher. Au Nutella? Et bonjour. J'ai pas le temps de voir. Et elle le fait avec les vrais pavesini italiens. Il faut des gâteaux spéciaux normalement pour le. Faut pas le faire avec des boudoirs, Des faut pas le boudoirs. faire avec Non, des. Je l'ai fait des- des biscuits cuillères. Des biscuits. Non, pas de biscuits cuillères, il faut Ok. des pavesini. C'est les vrais. Fait maison ou Les pavesini, non. Non. Bah non, parce que c'est Non, comme c'est des mais gâteaux je- italiens, faut les acheter en Italie. C'est- Il faut faire par un italien chez soi. Alors, ça marche avec une italienne aussi. Hein. Oui, Mais, oui, voilà, oui, qu'est-ce oui. que ça bouffe l'italien? Oh là 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 là, m'en parle pas. Hein. Ça, ils sont ballonnés, ils se mettent la gueule sur le terrain après. Si seulement, C'est vraiment cuisine alors. si seulement c'était vrai. On en parlera le 32. Ça marche. Ça y est, j'ai faim. Oh, ça fait longtemps qu'il a faim. Mais bon, il a mangé de la raclette. Non. Ça, on peut en manger tous les jours de la raclette. Avec un fraisier en dessert. Avec un petit fraisier. C'est vrai que le fraisier, ça doit bien aller pour finir une raclette. c'est léger, il y a presque pas peur. Parce que c'est léger. Comme Comme le tiramisu. Fromage à la raclette. C'est ça. Quand tu mets le fromage sur la part de fraisier. Ah oui. Ah, mais ça Non. Le fromage sur la part de fraisier. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Hein. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais là, je dois t'avouer Pour que. décorer. Ouais. Si, sucré salé, c'est très bon. Hein. Il y a plein de choses sucré salé qui passent bien. Mais là c'est un peu dur quand même. On pose dans le meilleur pâtissier d'essayer de faire ça. Ouais, on va faire manger ça à Mercotte. Alors, si vous avez réussi à ajouter le rôle service de domaine Active Directory, attention, une fois n'est pas coutume, il y a la petite ligne bleue qui permet de finir la configuration d'un rôle. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas cliqué sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, vous avez le petit triangle jaune dans le gestionnaire de serveur pour pouvoir promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Et c'est bien évidemment ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Et là, il va y avoir un nouvel assistant qui va être un petit peu plus cossu que les précédents. D'habitude, la petite ligne bleue, elle ne servait pas à grand chose sur beaucoup de rôles. Sur celui-là, elle est très importante. Parce que pour l'instant, vous avez ajouté le rôle à DDS, mais ce n'est pas encore un contrôleur de domaine. Pour qu'il le devienne, il va falloir bien répondre aux différentes questions de cet assistant. Et ça commence par ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sélectionner l'opération de déploiement. Soit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, soit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, soit ajouter une nouvelle forêt. Bon, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas encore parlé. À part la première. La première, on en a déjà parlé. Dans quel cas est-ce qu'on va ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant? Parce qu'il y a un domaine existant. S'il y a déjà- Pour la redondance, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il était très fortement recommandé d'avoir 2 contrôleurs de domaine dans votre domaine. Ça sert effectivement pour la redondance, le premier tombe en panne, on a le deuxième qui prendra le relais automatiquement. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut avoir un domaine existant. Est-ce que vous avez un domaine existant? Non. Bah non. Donc bon, on va pas pouvoir choisir cette option. La deuxième, c'est ajouter un domaine à une forêt existante. Bon nous n'avons pas encore parlé des forêts. Je vais donc devoir vous parler des forêts. Attention, ici, on ne parle pas de trucs avec plein d'arbres dedans. Hein, c'est pas le machin où les écureuils y vivent. Hein. On parle pas de cette forêt-là. On parle d'une forêt, mais dans le sens Active Directory du terme. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt? Alors vous allez voir, je vais vous donner la définition. Elle est très belle, cette définition, et ce serait quelque chose que vous pourrez peut-être placer ce soir dans la conversation au dîner. Une forêt, au sens Active Directory du terme, c'est un ensemble de domaines reliés entre eux par des relations d'approbation bidirectionnelles et transitives. Et alors là, ce soir, si vous ne faites pas un carton plein avec ça, Tu peux recommencer. il faut faire. Ouais, un ensemble de Donc je répète, calmez-vous. Alors, on se calme, respirez. Voilà. Alors, une forêt, c'est un ensemble de domaines
Bon, ensemble, c'est comme tout à l'heure, ensemble d'ordinateurs. Sauf que là, c'est un ensemble de domaines. Je rappelle ce que c'est qu'un domaine. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Une forêt, c'est un ensemble de domaines. Ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines. Et mes domaines, ils sont reliés entre eux. Il y a des liens entre les domaines. Et le lien, ça s'appelle une relation d'approbation. Et cette relation d'approbation, elle est bidirectionnelle et transitive. Bon, c'est surtout ça qu'il faut placer ce soir. C'est relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. Parce que ça, wouh. Normalement, elle a des petites étoiles dans les yeux hein, quand tu lui dis relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. Ça annonce une bonne soirée. Elle dit c'est ça. Bon, je vais vous faire un dessin. Donc, alors, c'est un ensemble de domaines reliés entre eux par une relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. Relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous faire des petits dessins. Et comment se fait-il que l'horloge ait disparu? Je ne l'avais pas mise... Bah si, je l'ai toujours au premier plan. Va se foutre caray. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les triangles, ça représente des domaines. Donc, je vous redonne ce que c'est qu'une forêt. C'est un ensemble de domaines, donc de plusieurs domaines. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait 3 domaines. Voilà, 3 domaines. Un domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Si vous faites 3 domaines différents, c'est 3 ensembles de domaines qui partagent leur même sécurité. Mais attention, la sécurité de chaque domaine est propre à chaque domaine. Chaque domaine a sa sécurité à lui. Ils sont autonomes, ils sont isolés. Mais il y a cette notion de relation d'approbation. Alors, la relation d'approbation, je vais la dessiner avec un genre de flèche, comme ça. Voilà. Cette relation d'approbation que j'ai dessinée entre mes 2 domaines, donc, mon premier domaine, ça va être, allez, dom xy, non, je ne vais pas faire ça, donc je vais l'appeler dom A. Le deuxième, je vais l'appeler dom B. Pardon? Bonjour Patrick. Dom Patrick? Non, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Ah, pardon. Non, Dom B, c'est vrai. Dom B. Ok, bah, et donc le... Donc là, je vais l'appeler Inic. Voilà. Je viens de faire une relation d'approbation entre le domaine B et le domaine A. D'accord? Je vous ai dit que les relations d'approbation étaient bidirectionnelles. Ça veut dire qu'elles marchent dans les 2 sens. La phrase complète, c'est le domaine A, il approuve le domaine B, et le domaine B approuve le domaine A. Elle est bidirectionnelle. Les 2 domaines s'approuvent, parce que c'est une relation d'approbation. Et l'approbation, c'est très important. Hein? Aujourd'hui, pensez qu'il faut qu'elle approuve ce que vous dites. Hein? Ça veut dire, règle numéro 1, maman a toujours raison. Donc le domaine A approuve le domaine B. Le domaine B approuve le domaine A. C'est ça les relations d'approbation bidirectionnelles. Elles marchent dans les 2 sens. Et je vous disais dit qu'elles étaient en plus transitives. Attention, transitivité. Cours de CE1, je crois. Ouais, j'étais pas assez loin. Ah, c'était loin. Bon, je vous remets la transitivité. Attention, ça va picoter un petit peu. A. A égale B. B égale C. Donc, A égale C. Pardon. A égale C. C'est ça la transitivité. A égale B, B égale C, donc A égale C. Donc si je ramène ceci, cette transitivité à mes relations d'approbation entre mes domaines. J'ai dit que le domaine B approuvait le domaine A. Ici, j'ai fait une deuxième relation d'approbation entre le domaine A et le domaine
Bah non, c'est le domaine pardon. unique. Le domaine unique. Donc, le domaine B approuve le dominique. Alors que entre B et Dominique, il n'y a aucune relation d'approbation. Et comme elles sont bidirectionnelles, le Dominique approuve le domaine A, le domaine A approuve le domaine B, donc Dominique approuve le domaine B. C'est ça, des relations d'approbation. Bidirectionnelles, elles sont dans les deux sens, et transitives. Ce que j'ai dessiné là, dom A, dom B, Dominique, c'est une forêt. C'est ça qu'on appelle une forêt Active Directory. De conifères d'ailleurs. Pardon ? On disait de conifères d'ailleurs, tu vois, c'est la forme de sapin avec une triangle. C'est une forêt de conifères. Du coup, l'intérêt de cela, c'est par exemple pour le dom unique, et il n'y a pas besoin de faire le lien avec le dom B. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire directement de relation d'approbation entre le Dominique et le domaine B. Ça passe entre guillemets par le domaine A. Donc si je reviens à la petite question qui était posée, quand j'étais en train de créer mon nouveau domaine, la deuxième c'était ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. La première case à cocher, c'était dans le cas de figure, on voulait ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire dans un domaine existant. Et là, la deuxième, ce serait si vous avez par exemple créé le domaine A et vous voulez créer le domaine B. Vous voulez créer un domaine supplémentaire dans la forêt. Vous avez déjà un domaine. Vous voulez en faire un deuxième. Alors, on me pose souvent la question, mais pourquoi on voudrait faire deux domaines? La réponse est dans la définition d'un domaine. C'est quoi la définition d'un domaine? Si je veux un deuxième domaine, c'est que j'ai un autre ensemble d'ordinateurs qui ne doit pas partager la même sécurité que le premier. Pourquoi j'en fais deux? Parce que j'ai des niveaux de sécurité différents. Tout simplement. C'est parce que c'est pas les mêmes comptes utilisateurs, c'est pas les mêmes droits, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas la même sécurité. Comme c'est pas la même sécurité, il me faut deux domaines séparés. C'est ça qui explique pourquoi on crée plusieurs domaines. D'accord? Des questions? Oui. Typiquement, il y aura un domaine, dans une entreprise par exemple, il y aura un domaine pour des responsables et un domaine pour des employés. Alors dans les entreprises, c'est rarement comme ça. C'est plutôt des découpages qui vont être liés à deux choses. Il y a un découpage qui est plutôt lié à des entreprises différentes. C'est-à-dire que j'ai une entreprise, Doma, c'est, on va dire, la holding. C'est la grande entreprise. Et elle a plusieurs petites entreprises en dessous d'elle. Parce que elle a une usine, et puis elle a une société de transport, et puis elle a une société immobilière. Voilà, non, pardon, j'ai fait ça différemment. Donc elle a une société immobilière, elle a une société bancaire, elle a une société de travaux. Voilà, elle a des sociétés différentes, mais tout ça appartient au même groupe, si tu veux. Et ils ont voulu faire des domaines différents, parce que c'est pas les mêmes boîtes en dessous. Mais au-dessus, c'est la même. Alors, la vraie question à poser, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on pourrait faire des domaines séparés, complètement séparés, sans ces fameuses relations d'approbation là. Qu'est-ce que je vous fais chier avec des relations d'approbation là? Bon, c'est pour essayer de niquer ce soir, oui, mais pas que. Ça a aussi un intérêt informatique. Et l'intérêt informatique, c'est que grâce aux relations d'approbation, on peut, écoutez-moi bien, on peut donner des droits à des utilisateurs d'un autre domaine. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que si dans votre premier domaine, vous avez des comptes utilisateurs, je vais prendre Paul par exemple. Et Polo. Polo, c'est un utilisateur du domaine A. Et bien, imaginez que dans le domaine B, il y ait un dossier. Voilà. Il y a un dossier, voilà, et ce dossier-là, il faut que Polo il y accède. Si on n'était pas dans la même forêt, il faudrait créer un deuxième compte utilisateur. Il faudrait que dans le domaine B, je recrée un compte pour Paul. Comme je suis dans la même forêt, c'est-à-dire j'ai des relations d'approbation entre mes domaines, donc je peux donner des droits sur ce dossier-là à l'utilisateur Paul. Et le compte utilisateur Paul,
n'existe pas dans le domaine B. Pourtant, je peux lui donner des droits dessus. C'est ça l'intérêt des relations d'approbation. C'est donner des droits à des utilisateurs qui ne sont pas dans votre domaine. C'est ça le principe. C'est ça l'objectif. C'est là de pourquoi est-ce que je crée plusieurs domaines? Parce que j'ai des limites de sécurité différentes. Parce que ce n'est pas les mêmes utilisateurs. Mais il y a certains utilisateurs qui doivent avoir des droits d'accès dans plusieurs domaines. C'est ça l'intérêt. Alors évidemment, c'est pour les grosses boîtes, les choses comme ça. Ça s'appelle une forêt multidomaniale. C'est donc une forêt qui a plusieurs domaines. Il faut avoir un intérêt pour ça. Et l'intérêt, ce serait avoir justement une holding et 10 entreprises en dessous. Et je veux que mes entreprises soient séparées, tout simplement. Mes entreprises, leurs services informatiques, c'est pas les mêmes. J'ai des entreprises différentes, avec des services informatiques différents, avec des règles de sécurité différentes. Donc, j'ai besoin d'avoir des domaines séparés. Mais, dans la holding, Paul c'est qui? Et Paul, c'est le DSI de tout le groupe. Son boulot à Paul, c'est de vérifier que dans chacune des filiales, dans chacune des petites entreprises, la sécurité soit bien gérée. Donc Paul, il faut qu'il ait des accès. Il faut qu'il ait des droits. Bah, comme c'est dans la même forêt, on peut lui donner des droits. Ça sert à ça. C'est ça l'objectif. Donc je vous ai donné un premier cas de figure qui est, on a donc des succursales, on a plein de petites entreprises. L'autre, il y a des grosses boîtes qui travaillent comme ça et qui font un découpage géographique. C'est-à-dire que vous avez l'entreprise, la société mère, elle est ici, et ils vont créer un domaine par continent, par pays. Vous avez le domaine France, vous avez le domaine Italie, vous avez le domaine UK, etc. Donc ils vont créer comme ça plein de domaines, tout le monde est dans la même forêt, mais les administrateurs du domaine français, c'est pas les mêmes personnes que les administrateurs du domaine australien, qui ne sont pas les mêmes personnes que les administrateurs du domaine brésilien, ou américain, etc. Donc comme ça, c'est séparé. Chaque domaine est une limite de sécurité différente, parce qu'on en a besoin, parce que les règles de sécurité ne sont pas les mêmes, parce que la législation de chaque pays n'est pas la même. Donc on veut séparer. Voilà, donc c'est dans ces cas-là que tu vas les trouver. Si tu bosses dans une multinationale, il y a des chances que tu aies une forêt. Voilà. Si tu bosses dans des grosses holdings, des très grosses boîtes, ils ont plein de forêts. Maintenant, si tu travailles dans une grosse entreprise qui travaille qu'en France, par exemple, bah souvent, il n'y a qu'un seul domaine. Et un seul, ça suffit. Moi, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que Paul, lui qui est administrateur des 3 domaines... Tu vois, stop, non, j'ai jamais dit ça. Est-ce qu'à un moment, j'ai dit que Paul était l'administrateur des 3 domaines? Non, c'était un exemple. Ah, donc s'il doit l'être, c'est ça? Ta question, c'est est-ce que Paul peut être administrateur des 3 domaines? C'est quoi ta question? Je voulais aller plus loin dans le truc. Bon, allez, continue, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Admettons. Admettons. Paul, il est administrateur des 3 domaines. Ça veut dire qu'il peut définir dans le DC du DOM B qu'un utilisateur du DOM B ne peut pas accéder aux autres via son jeton. Alors, oui, théoriquement, oui. Ok. Alors, c'est juste... Ok. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que par défaut, si on ne fait rien dans la forêt, les utilisateurs du domaine A n'ont aucun droit dans le domaine B, hein, et inversement. Par défaut, c'est cloisonné, mais c'est normal. Un domaine, c'est quoi? Un domaine, c'est une limite de sécurité. 2 domaines, c'est 2 domaines différents. Les utilisateurs d'un domaine n'ont aucun droit dans l'autre domaine. Point. Par défaut, c'est déjà comme ça. Donc, plutôt que de dire l'administrateur du domaine va interdire des accès à l'autre, en fait, il ne donne pas d'accès. Il suffit qu'il ne donne pas d'accès pour qu'ils n'y aient pas accès. Si on crée des domaines, c'est parce qu'on veut que tout le monde soit logé à la même enseigne. On veut que tout le monde soit dans le même niveau de sécurité. Si je fais un deuxième domaine, c'est nativement, naturellement, c'est séparé.
naturellement, c'est un deuxième stade. Non, c'est faux. C'est une deuxième discothèque, pardon. C'est une autre discothèque. Donc c'est pas parce que tu accèdes au carré VIP de la première discothèque que tu accèdes au carré VIP de la deuxième. Parce que tu es obligé de sortir du bâtiment pour aller dans un autre bâtiment. À la limite, la forêt, c'est plus Euro Disney. T'as plein d'attractions, mais t'as des bracelets pour accéder à certaines attractions, puis pas d'autres. Tu vois, dans Euro Disney, il y a plusieurs parcs dans un parc. T'es déjà allé Euro Disney? Ça te parle? Oh putain, mauvaise exemple. Pourtant, c'était super bien Disney. Parce que Disney, maintenant, t'as le truc Marvel, t'as le truc Warner, t'as Disney, t'as 4 parcs dans un parc. C'est pas parce que tu accèdes au Warner que tu accèdes au Star Wars, que tu accèdes au Marvel ou à Disney. C'est pas les mêmes. C'est un peu ça. La notion de forêt, normalement, je vous l'explique parce qu'il y a la boîte de dialogue et ça dit voulez-vous créer une nouvelle forêt? Mais dans la vraie vie, vous aurez jamais ça à faire. Il faut savoir éventuellement que ça existe, mais normalement, votre travail, ça se limite au domaine. C'est dans un domaine que vous allez intervenir. C'est plutôt les admins qui font ça. Ouais, en fait, il faut l'avoir en tête si on est dans une entreprise succursale Oui. plus grosse, en fait. Oui, ça peut être ça, tout à fait. C'est là que ça peut être. Et puis surtout, mais parce que la question se pose maintenant. C'est pour ça que je suis un peu obligé de vous en parler. Parce que le deuxième choix ici, ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante, ce serait je veux faire le domaine B. Mais ça sous-entend que j'ai déjà une forêt. Donc que j'ai déjà un domaine. Est-ce que vous avez déjà un domaine? Bon, bah encore une fois, donc la première, on peut pas la sélectionner, la deuxième, on peut pas la sélectionner. Bon, bah le choix est très limité. Ça va être facile. Je crois que la question est vite répondue. C'est ajouter une nouvelle forêt. Alors, ça veut dire quoi ajouter une nouvelle forêt? Bah, c'est tout simplement ça. Hop. Bah, c'est créer le domaine A. Alors, de façon très cocasse, vous allez créer le premier domaine et en même temps, ça crée la forêt. En fait, ça fait les deux en même temps. Il vous crée le premier arbre de votre forêt. Et finalement, un arbre, ce ne serait pas le début d'une forêt. Et c'est grâce à ça qu'il pousse. Parce qu'il s'est planté. Et du coup, on a le nom de domaine racine. Tout se rejoint. Mais tout se rejoint en fait. Tout ça c'est... Non, mais là il faut faire du jardinage. Hein. Tout vient de la terre. Tout part de là. Donc même s'il y a écrit ajouter une nouvelle forêt, vous devez donc créer le nom du premier domaine de votre première forêt. En fait, on va faire les deux en même temps. Ça va créer la forêt. Même si dans votre forêt, il n'y a qu'un seul domaine, il y a quand même la forêt qui est créée. L'entité, elle est créée avec le premier domaine. Ça fait les deux à la fois. Je vais faire une forêt. Pour peu qu'on travaille avec Pardon les corses, Comme ça, si tu veux faire une forêt, tu peux faire une forêt. En mettre plusieurs Domaine. domaines. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ta forêt est créée. Ça y est, on va pouvoir l'agrandir. Si on veut créer un domaine supplémentaire dans notre forêt, on va pouvoir le faire. Bon voilà, évidemment, il va falloir créer le nom du domaine. Je vous ai donc demandé de mettre dom xy.lan. Parce que je n'ai pas appuyé sur la touche point. C'est pour ça, quand on n'appuie pas sur la touche, ça ne met pas de point. Donc je vous invite à mettre dom.xy.lan. Vous pouvez noter en rouge dans vos notes. À partir du moment où vous allez créer votre domaine, il y a deux choses que vous ne pourrez plus faire. Donc il y a deux choses qui vont devenir impossibles une fois que si vous faites suivant là et que vous terminez. Premièrement, renommer le domaine. Ça veut dire qu'à cette étape-là, si vous faites une faute de frappe, vous n'êtes pas sûr, etc., c'est mort après, c'est fini. On ne peut pas renommer un domaine. Soyez donc très vigilants. Pardon ? On peut toujours le supprimer et en refaire un. Ah oui, voilà, tu peux tout recommencer, oui, mais bon là, quand il a 50 durées de vie dans ton domaine, tu fais c'est chaud. Si on a fait une faute de frappe au tout début, on peut en Oui, faire un. voilà, si c'est dans la foulée, oui, voilà, on supprime, on recrée, pourquoi pas. Mais c'est plutôt en production, si tu rencontres plusieurs jours plus tard, et surtout aussi, c'est important, dans la vraie vie parfois, les sociétés changent de nom. Et bien le domaine c'est mort. Hein. Ça aussi, c'est un grand classique. Vous pouvez intervenir dans la société ABC et vous dites, mais je comprends pas, votre domaine c'est XYZ et votre société s'appelle ABC. Bon bah, on va vous dire, ah ouais, mais ça c'était l'ancien nom.
Comme on ne peut pas renommer les domaines, des fois il y a des traces d'anciens noms un petit peu bizarres qui sont... Pourquoi? Ça c'est l'historique. Hein. Les réseaux informatiques, ça vit. Non, je ne l'ai pas entendu, pardon. Je disais, qu'est-ce que c'est que ce domaine ANPE là? Ah, lampe. C'est là où il y a des chercheurs. Ah oui, ils cherchent. Ah, ils cherchent beaucoup. Hein. Ah oui. Donc faites attention. Donc première chose que vous ne pouvez pas renommer le domaine. Hein, si vous avez fait terminer, c'est trop tard. Deuxièmement, le nom du contrôleur de domaine. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien renommer vos machines avant. Si vous avez laissé le nom par défaut, alors c'est quoi le nom par défaut de Windows? Win-ZF8235, etc. Si vous n'avez pas renommé votre contrôleur de domaine avant, c'est mort. Vous ne pouvez pas le renommer. Sauf si, comme tu l'as dit, on désinstalle Active Directory, on recommence tout, voilà, on peut tout revenir en arrière, bien sûr. Mais mis à part la destruction totale de tout ce qu'on a fait précédemment, c'est mort. On ne peut pas les renommer. Donc j'espère que vous avez fait bien attention à bien renommer vos domaines, vos contrôleurs de domaine. J'ai parlé donc de la non-possibilité de renommage, ça ne concerne que les contrôleurs de domaine. Si c'est vos clients que vous n'avez pas renommés, c'est pas grave ça. Toutes les autres serveurs, les autres machines, vous pourrez les renommer après, c'est pas un problème. Le contrôleur de domaine, c'est niet. Donc je choisis, ajouter un nouveau domaine, ajouter une nouvelle forêt. Le nom du domaine racine, c'est domxy.lan. Et j'en fais suivant. Ah, oh là là, encore des questions. Il y a toujours. Alors, il vous pose des questions sur les niveaux fonctionnels. Ici, ça n'a d'intérêt que si vous avez des vieux systèmes d'exploitation. Genre que vous avez encore un serveur 2012 R2 ou quelque chose comme ça, on peut baisser les niveaux. Là, vous embêtez pas avec ça. Pour répondre à la question qui m'a été posée, et le serveur DNS, quand est-ce qu'on s'en occupe? Eh bien, on s'en occupe maintenant. C'est-à-dire que ce qui va se passer là, comme cette case est cochée, votre serveur va devenir contrôleur de domaine et serveur DNS. Vous n'aurez rien à faire. Il va ajouter le rôle tout seul. Il va tout configurer, il n'y a que dalle à faire. Donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est de ne pas installer le DNS avant. Oui, parce que comme il va tout faire tout seul, c'est plus pratique. Mais vous auriez pu, si vous voulez, le créer avant aussi. C'était pas un souci. C'est pas tout à fait la même procédure, mais celle-là, elle est plus pratique. Faut dormir la nuit. Hein. Je sais, c'est pas facile. Vous avez deux cases à cocher en dessous, une qui s'appelle catalogue global, une qui s'appelle contrôleur de domaine en lecture seule. Comme vous le voyez, elles sont grisées, c'est normal, parce qu'il faut déjà avoir un contrôleur de domaine pour que ça fonctionne. Ça. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, je botte en touche pour ces questions-là. Par contre, celle-ci, vous ne pouvez pas l'esquiver. C'est taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire. Alors, contrairement à ce qu'on espère, ça ne part. On ne parle pas de nourriture ici, hein. On ne parle pas de se restaurer au sens nourriture du terme. On parle de la restauration après une sauvegarde. C'est-à-dire que, comme vous faites bien les choses, dans les réseaux, très souvent, on sauvegarde les choses. Au cas où, il faut les restaurer. Bon. Il faut savoir qu'Active Directory, si vous le sauvegardez... Non, pourquoi j'ai utilisé si? Non, quand vous allez le sauvegarder, parce que c'est quelque chose que, bien sûr, vous allez faire dans la vraie vie, je l'espère fortement. Et bien, quand vous allez le restaurer... Donc remettre la base Active Directory en place, il demande un mot de passe. C'est le mot de passe que vous mettez là. Donc quand vous convertissez un serveur en contrôleur de domaine, c'est ce qu'on est en train de faire, il demande le mot de passe que vous utiliserez le jour où vous allez restaurer Active Directory. Si vous le restaurez un jour, hein. Si tout va bien, on ne le restaure jamais. Hein. Tant mieux hein, qu'on ne le restaure jamais. Donc là, vous êtes obligé de mettre un mot de passe. Donc je ne vais pas me prendre la tête, hein. Je mets le mot de passe habituel. Ça va très bien.
J'espère sincèrement que dans votre vie professionnelle, vous n'aurez jamais à devoir réutiliser ce mot de passe. Parce que si vous l'utilisez, c'est que vous avez restauré Active Directory. Si vous l'avez restauré, c'est que vous êtes dans une merde noire. C'est que là, il y a de l'astéroïde qui est tombé, là, on a tout perdu. Faut restaurer Active Directory et là, on transpire. J'espère bien que celui-là, vous n'aurez jamais l'utiliser. Par contre, il faut savoir qu'il existe. Et je fais donc tout simplement suivant. Vous avez dans la boîte de dialogue suivante un message d'avertissement qui est tout à fait normal, parce qu'il parle de créer une délégation pour ce serveur DNS dans la zone faisant autorité. Or, est-ce qu'on a déjà cette zone? Est-ce que vous avez déjà un serveur DNS? Non. Donc, c'est normal, il veut le faire, mais il peut pas parce qu'il n'y a pas de zone encore. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez cet avertissement. Aucun problème, vous pouvez faire suivant. Il le fera après. Donc, en fait, bon bah, vous avez juste eu à faire suivant après avoir mis le mot de passe. Hein. C'est pas du tout un souci, c'est pas une problématique et ça va pas vous bloquer. Vous inquiétez pas. Tiens, comment on se retrouve? Attends, Christophe, Oui. un instant. J'ai échec de la vérification du mot de passe sans échec. Je comprends pas. Échec de la modification. Oula, la vérification du mot de passe sans échec. Bah, Alors attends, j'arrive là, vas-y, je das. comprends pas ce que j'ai fait de plus. Petite fenêtre. Quand j'ai voulu oui. faire suivant, ça m'a affiché ça. Bah c'est normal. T'as pas tapé le mot de passe que je vous dis de taper d'habitude. Ah là, j'ai pas tapé, non. Non? J'ai- Bah alors tape-le. Est-ce que tu peux faire ce que j'ai demandé de faire? Ça n'a pas été fait alors que j'ai voulu faire. Ah bon? Attends, on va vérifier parce que là je vois que 4 caractères. Voyons voir. Est-ce que si tu fais ce que j'ai demandé de faire, ça fonctionne? Peut-être pas, hein, tu sais. Non, c'est. Ah pas- bah ça a marche. fonctionné. Ok. Ça peut pas marcher. Oui, ça fonctionne, pardon. Donc tu as le petit message d'avertissement normal qui Mhm. dit qu'il peut pas déléguer le DNS, c'est normal, on n'a pas encore de DNS, donc tu peux faire suivant. De toute façon, t'as pas le choix, hein, on peut rien faire. Et nous retrouvons une petite fenêtre qui va nous parler. Tiens, comme on se retrouve, vérifie que le nom NetBIOS est attribué au domaine. Donc, même si je vous l'ai dit, tout peut fonctionner sans le NetBIOS, il y a quand même toujours des traces du NetBIOS. Et là, il a retrouvé le nom NetBIOS, et vous voyez que le nom NetBIOS, c'est un nom court, il n'y a pas les points. Et il a ignoré tout ce qu'il y a après le dernier point. Donc si ça avait été un point guacamole, il n'y aurait pas eu point guacamole. Il n'y aurait eu que le début. Donc, attention, votre domaine va porter deux noms. Il va porter le nom NetBIOS, c'est celui-là, domxy, et il va porter le nom DNS, domxy.lan. Ce sera omniprésent à chaque fois qu'on va travailler dans notre AD, etc. Ces deux noms, vous les verrez tout le temps. Il y a toujours une dualité, ils sont toujours présents. Tous les objets maintenant, ils ont deux noms. Un nom NetBIOS et un FQDN et un nom DNS. Et le domaine n'y échappe pas. Parce que le NetBIOS est actif sur cet ordinateur. On ne l'a pas désactivé, la couche NetBIOS. Donc il lui faut un nom NetBIOS. Donc il vous propose ce nom-là, domxy.lan. Donc ça, ce sera très important dans la vraie vie, quand vous travaillerez dans les réseaux. Vos domaines, les domaines de vos clients ou celui de votre entreprise, ben, il a deux noms. Le nom NetBIOS et le nom DNS. Et on utilisera l'un ou l'autre suivant les cas. Ça va dépendre. Et ça dépend. Ça dépasse. Tout dépend. Next. Ouais, Christophe. Oui. Et si là, dans le nom NetBIOS, on lui rajoute son point LAN. T'as essayé? Non. J'ai tellement envie d'essayer. Vas-y. Ah, Rajouter. Tu peux rien valider. ah oui, il va pas valider. Oh zut, c'est grisé. Ok. Eh ben oui, les caractères spéciaux, on n'a pas le droit. Dans les non NetBIOS, on peut pas. Ah oui, c'est vrai. Alors par contre, il faut savoir qu'on peut mettre un nom différent. Ok. Alors ça, c'est des trucs que j'ai déjà vus dans l'historique parce que... Ah, mais là, on veut se la gérer.
Alors ça date d'il y a longtemps, hein, mais sous NT4, donc là je vous parle de avant 2000, hein, donc on est il y a 30 ans. Hein. Il y a 30 ans, NT4, lui, il utilisait que le NetBIOS. Il avait que la couche NetBIOS, pas de DNS. Donc lui, il s'appuyait sur les non-NetBIOS. Et quand Active Directory est sorti en l'an 2000, on pouvait faire des domaines un peu hybrides. Où on avait à la fois des contrôleurs de domaine NT4 et des contrôleurs de 2000. Ça a été fait pour faire évoluer les choses, qui n'est pas, tu vois, une révolution pour pas dire aux entreprises « Alors vous aviez du NT4, faut tout formater, hein. Vous déglinguez tout et vous achetez des serveurs tout neufs. » Non, il fallait qu'il y ait cette période de transition où on avait et du NT4 et du Windows 2000, donc et du NetBIOS et du DNS, avec Active Directory qui se mélangeait là-dedans. Et donc, eh bien, on avait la possibilité, quand on faisait des domaines hybrides, on gardait le nom NetBIOS de l'entreprise qui était sous NT4 et on avait un nouveau nom DNS. Et il y a plein de boîtes qui en ont profité pour changer le nom. Et donc, ils se retrouvaient avec, par exemple, un truc comme ça. Leur nom NetBIOS, c'est par exemple CB Corp, là je mets ça, et leur nom DNS, c'est un autre nom. Il n'avait rien à voir. Donc c'est possible d'avoir un nom NetBIOS et un nom DNS différent. D'ailleurs, dans cette fenêtre-là, vous pouvez faire comme moi, hein. Vous pouvez mettre un nom différent. Si à la création vous le faites, c'est bon, ça va marcher. Je vous dis pas l'usine à gaz si vous faites ça. Hein. Si vous commencez à mettre des noms de domaine NetBIOS différents du nom de domaine DNS, va falloir vous accrocher à vos slips quand vous allez bosser. Hein. Parce qu'il va pas falloir confondre les deux. Hein. Parce qu'il y a des fois ça marchera, bah des fois résolution de nom NetBIOS, merci le Wins. Des fois ce sera résolution de nom DNS, merci le DNS. Donc là, c'est parti pour l'embrouille. Donc je vous déconseille très fortement de modifier la valeur qui était là. Gardez celle qu'il a mise. Hein. On va faire simple hein, dans un premier temps avant de se foutre des bâtons dans les roues. Bon, je fais juste suivant, c'est bon? C'est parti. Emblasement de la base de données. Mais je vous l'ai dit dès le début, Active Directory c'était un annuaire. Un annuaire c'est une base de données. C'est un fichier, c'est des journaux dans lesquels on met plein de trucs. Bon bah voilà, si vous vous posez la question, où est donc stockée la base de données Active Directory? Elle est stockée dans le dossier C2.Windows NTDS. Si vous allez là-dedans, dans ce dossier-là, vous avez la base Active Directory. Ça vous verrez la place que ça prend, c'est pas grand-chose hein. Active Directory c'est que du texte finalement. C'est comme le registre, c'est pas des très gros fichiers. Hein. Quand on parlait, est-ce que c'est lourd, est-ce que ça va charger les machines? Pas du tout. Hein. Ça charge que dalle Active Directory, ça consomme rien. Donc elle est là. En dessous, vous avez un truc qui parle des fichiers journaux. Alors, les fichiers journaux, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Ou est-ce que je vous prends la tête avec ça? J'hésite. Ça dépend. Ça dépend, mais ça dépend. Ça dépasse. C'est les bases de données transactionnelles. C'est les journaux de transaction. Le trader. Hmm? Un truc de trader. C'est un peu un truc de trader, ouais. Ah ouais, c'est un peu ça. Bon, allez, tant pis. Ouais. Je vous aime bien, je vais vous le raconter ce que c'est. Non, vous allez voir, c'est hyper simple. J'arrête de dire cette phrase. Non, mais pour l'instant, ça va, c'est simple là. Donc c'est déconcertant à force. C'est déconcertant de facilité. Ouais, on va faire un truc qui pique un peu. T'as raison. On va faire les bases de données transactionnelles. Donc ceci est une base de données. Ce que je vais vous dire, c'est vrai pour toutes les bases de données. Elles sont pratiquement toutes transactionnelles. C'est peut-être quelque chose que vous rencontrerez. Donc ceci est ma base de données. C'est une base qui contient des trucs. De données. C'est tous les trucs qu'on m'a donnés. Donc je les ai dans ma base des trucs donnés. C'est ça. Si on prend une base normale, vous avez une action à effectuer dans cette base. Dans les bases de données, on fait des choses. On rajoute des objets, on supprime des objets, on modifie des objets. D'accord? Donc il y a une action à faire, je la prends et je la fais. Voilà, mon action, elle est exécutée dans la base et donc la base, elle est modifiée. Bon, ça c'est le fonctionnement de base. La problématique qu'on peut avoir, c'est que des actions, il peut y en avoir beaucoup. Beaucoup à faire, pratiquement simultanément.
Donc, hop, l'action, il faut que je mette l'action... j'ai l'action 1. Là, vous imaginez, il y a la 2, il y a la 3, il y a la 4, il y a la 5, il y a 10, 20, 30, il y en a 40. Donc évidemment, on ne peut pas faire toutes ces actions simultanément. Donc la plupart du temps, ces actions, elles sont mises en file d'attente dans la mémoire du serveur. Dans la RAM. Et la problématique vers laquelle on pourrait se trouver, c'est que se passe-t-il s'il y a un plantage? Si le serveur de base de données plante? Les actions, le problème avec les actions, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles sont perdues. Elles sont perdues parce qu'elles étaient dans la mémoire vive. La mémoire vive, c'est pas enregistré sur le disque dur. Hein. Ouais. Donc là, bim, on perd tout. Donc pour éviter ça, on a inventé les bases de données transactionnelles. Donc le principe des bases de données transactionnelles, c'est que quand vous avez des actions à effectuer dans la base de données, elles ne sont pas effectuées dans la base de données. Ce qui va se passer, c'est que l'action, elle va être écrite dans un journal de transaction. C'est les fameux journaux de transaction qu'on a vus là. C'est-à-dire que là, il va y avoir écrit dans le journal, je vais l'agrandir un peu mon journal, tac, 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 il y a écrit, il y a l'action 1 qui doit être faite, puis peut-être l'action 2, puis l'action 3, etc. Tout ça, c'est écrit dans le journal de transaction. Et vous avez un processus complètement indépendant, ouais, on va dire que c'est un processus système, qui va faire quoi? Ce processus, il va lire le journal des transactions et il va exécuter l'action dans la base de données. Il y a une espèce d'intermédiaire, si vous voulez. Il y a un processus intermédiaire qui va faire la liste des actions. Alors d'ailleurs, il faut que je les mette toutes dedans. Hein. Alors l'intérêt du système, c'est que les actions qu'on doit faire, c'est juste du texte, hein, des actions. Donc ça va extrêmement vite. Les journaux de log, ils se remplissent instantanément, en fait. Donc mon processus système, il va lire les actions à faire, effectuer l'action. Très bien. Et il y a un deuxième processus système qui va se lancer. C'est un processus de vérification. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va lire le fichier journal, il fait pareil, il le lit, il va vérifier que l'action, elle a bien été faite dans la base de données. Oui, l'action numéro 1, elle a bien été réalisée en entier, elle est finie, ça y est, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va écrire ça dans un autre journal. Vous avez le journal qui contient la liste des actions qui ont été vérifiées. Donc dedans, j'ai l'action numéro 1, elle est faite. L'action numéro 3, elle est faite. À quoi ça sert ce système-là? Même problématique, ça y est, boum, panne d'électricité. Le serveur, on a arraché l'alimentation. Le serveur repart. Dans la base de données, quelles ont été les actions qui ont été effectuées? La 1 et la 3. Donc que va faire le système? En fait, il relie les journaux de transaction. Il relie, est-ce que l'action 1 est faite? Oui, elle est faite. Est-ce que l'action 2 elle est faite? Non, parce qu'elle n'est pas dans le journal de vérif. Donc, il la rejoue en entier. Il refait l'action 2, comme ça, elle est réellement faite dans la base de données. C'est pour ça que quand vous entendrez parler des bases de données, mais quel que soit le logiciel de base de données, hein, ils sont tous comme ça s'appelle les journaux de transaction, ça s'appelle les bases de données transactionnelles, où en fait, toutes les actions qu'il y a à faire, elles sont stockées dans les journaux de transaction, instantanément. Elles sont lues par le système et exécutées, puis elles sont vérifiées. Il y a un contremaître qui coche toutes les actions qui sont bien faites comme ça. En cas de panne, on peut rejouer les logs, on peut rejouer les fichiers journaux pour exécuter tout ce qui n'a pas été fait dans l'intervalle de la panne. Ce qui fait que c'est grâce à ces systèmes-là que vos bases de données, elles sont fiables, elles sont à jour. Ça peut parfaitement supporter une interruption non voulue sans que la base, elle soit flinguée, sans qu'elle soit pétée, sans qu'il manque la moitié des données dedans. Donc très souvent, quand vous entendrez parler des bases de données, il y a deux choses. Il y a la base en elle-même et les fameux fichiers journaux. Et Active Directory, c'est une base de données transactionnelle. Et c'est pour ça que quand vous installez Active Directory, il vous demande à quel endroit je vais mettre la grosse base de données qui va contenir
tous les comptes utilisateurs machin, et à quel endroit je mets les fameux journaux de transaction. Bon, vous voyez que par défaut, il est même au même endroit. Hein. C'est pas grave. Ça pose pas de souci. Voilà pourquoi il y a deux lignes. Il n'y a pas juste la base de données. Il y a la base de données et les fichiers journaux. Et alors, si un jour vous rencontrez monsieur Best Practice, alors c'est pas monsieur Sécurité, monsieur Best Practice, hein, c'est celui qui optimise les choses au mieux, il va vous dire, bien évidemment, vous ne mettez jamais la base de données sur ces deux points. Évidemment, vous avez un volume séparé du volume système. Cela va sans dire. Et ce qui est tout à fait judicieux, hein, en général, on dit que les bases de données, on ne les met jamais sur les disques système, parce que les bases de données peuvent grossir. Et si la volumétrie explose, votre base de données, qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre toute la place. Et je peux vous assurer que Windows, quand il reste 0 mégas sur le disque dur, ça démarre très mal. Ça marche pas, ça peut planter, etc. Donc pour éviter ça, c'est très fortement recommandé de mettre les bases de données, quelle que soit la base de données, pas sur ces deux points. Où vous voulez, mais pas sur ces deux points. Et monsieur Best Practice, il va encore plus loin. Pour des questions de performance, il ne faut pas que les logs et la base soient sur le même disque. Donc il vous propose encore un troisième volume. Donc si on écoute monsieur Best Practice, quand on fait un contrôleur de domaine, il nous faut au moins 3 volumes. Un pour le système, un pour la base Active Directory, un pour les fichiers journaux. Bien évidemment, tous ces volumes sont en RAID 5. Hein. Cela va sans dire. Donc il faut 75 disques durs pour un contrôleur de domaine. Normal. Mais monsieur Best Practice ne paye rien. Mais oui. Et là, on revient voir le DAF, et c'est la même discussion que tout à l'heure. Oui, mais tu comprends, machin. Bon, on verra les arguments plus tard. Bon, faut pas se mentir dans la vraie vie. Je crois que j'ai jamais vu un Active Directory installé ailleurs que sur ces deux points. C'est la plupart des admins, ils font suivant, 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 il est sur C. Bon, ça peut se déplacer si on veut. Donc c'était plus pour info qu'autre chose, ça. Et vous avez la troisième ligne, qui s'appelle le dossier 6vol. Alors ce dossier 6vol, vous voyez où il est par défaut, il est dans C2.Windows. Alors lui, il n'a rien à voir avec la base Active Directory, on va l'utiliser plus tard pour l'administration d'Active Directory. Plus tard, à un moment donné, je vous dirai, eh bien ça c'est stocké dans 6vol. Donc, dans le futur, je vous demanderai de vous souvenir du passé. Le passé dont vous devrez vous souvenir dans le futur, c'est maintenant. Qui est donc où se trouve le dossier 6vol. Réponse dans C2.Windows 6vol. Donc dans le futur, je vous dirai, bah, vous allez dans 6vol maintenant, bah, vous allez tous aller C2.Windows 6vol, et là vous trouverez ce que je vous dirai que vous devrez aller trouver. Encore une fois, on peut mettre un emplacement différent, laissez tout sur ces deux points, c'est très bien, pas se prendre la tête. Vous avez après un petit résumé de le niveau fonctionnel, le dossier 6vol, où est-ce que vous l'avez. Pour ceux qui veulent se la péter, il y a un petit bouton afficher le script. Vous avez le script PowerShell qui vous permet de créer, si vous le voulez, votre contrôleur de domaine en ligne de commande. Je vous invite à patienter avant de le faire. Ce serait bien pour le moment de le faire déjà avec la souris et cliquer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc il nous reste à faire suivant. Vous avez normalement une petite vérification de la configuration pour être sûr que tout il est bien prêt à recevoir notre Active Directory. Ah, je vois que j'ai une petite case à cocher verte. Toutes les vérifications que vous faites ont donné satisfaction. Cliquez sur installer. Bon, ben voilà, donc super. Il y a des petits avertissements qui vous disent que bah, il ne peut pas faire la délégation parce qu'il n'y a pas encore le DNS. Bah, ça, c'est normal. Il vous dit qu'il risque d'y avoir un problème de compatibilité avec NT4. J'espère que en 2025, vous ne croiserez plus de serveurs NT4. Voilà, donc tout est bon. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur installer. Et à patienter. Je ne sais pas. Il y a du rouge? Pas. Qui c'est qui est rouge? Qui c'est qui est rouge? Une ou plusieurs spécifications. Ah, le J. C'est les J, ça. Non, pas que. Qu'est-ce qui se passe dans la J-Corp? Ah, attends, qu'est-ce qui est rouge? Ouh! La promotion du contrôleur de DNS sont nécessaires pour continuer. Ah bah attends, bah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Cliquez. Alors, terminez la configuration du client DNS avant de continuer. Ouais. Bah, le client DNS, dis-moi. Et ben.
Mais est-ce que ce serveur est client d'un DNS? Non. Non. Non, vous allez être déconnecté. Est-ce que tu pourrais faire ncpa.cpl s'il te plaît? Ah oui, effectivement, j'ai pas rempli ça, mis la passerelle par défaut. Pardon? J'ai pas rempli ça, mis la passerelle par défaut. Ah. Ah. Il y en a pas. La passerelle par défaut, ça m'intéresse pas trop, mais DNS, ça serait pas mal. Ouais. Alors c'est qui va être le serveur DNS de ton réseau? Du coup, ça va être lui-même. Bah alors qu'est-ce que tu mets comme adresse IP? Alors, donnez lui-même. Allez. On a l'adresse dans Ah bah tu as raison. Non mais c'est un vil piège, normalement j'aurais dû avoir de nombreux cris. Mais vous n'êtes que 3 à avoir crié. Ok, je peux Alors. relancer la vérif, exécuter. Attends, je fais pas Oui. Patience, mon très jeune apprenti. C'est pareil. Ah, c'est mieux. Ah c'est green? C'est green. C'est super green? Bon bah installez alors. Green like a forest. Can you click en installer? Installé. Voilà. Donc ceux qui avaient aussi la petite croix rouge, est-ce que les mêmes causes ont-ils les mêmes effets? C'est bien. C'est vert maintenant? Très bien. Mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis le DNS non plus, mais j'ai pas eu la croix rouge. J'ai envie de te répondre, c'est impossible vu que ça a été le cas pour tous les autres. Et t'avais pas mis de DNS? Moi, j'ai pas mis de DNS non plus. Ouais, pareil. Mais ça l'a pas fait. Je sais pas Ça trop a quoi vous dire. redémarré. Quand on a fait installer. Vous avez dû faire autre chose alors. Est-ce que vous avez mis la passerelle par défaut? Ouais. Oui. Ouais. On a mis quoi? Oui, Moi, je l'avais par aussi, mais ça En 254. Oui, j'ai oublié. J'ai juste pas mis. Enfin, pas oublié, j'avais pas mis DS, j'en avais pas. Voilà. Bah, d'habitude c'est ça le problème. Moi, je suis étonné qu'il y en a qui avaient exactement la même configuration et qui n'ont pas eu la croix rouge. Non, ça redémarre. C'est étonnant. Mais bon, son DNS point de salut. Ça a quand même lancé l'install pour tout le monde. C'est en cours, bon bah, il faut patienter. Et normalement, ça doit redémarrer. Et en plus, c'est l'heure de manger. C'est fou comme ça, ton numéro. Putain, mais c'est dingue cette synchronisation. Le cours est. Non, non, mais c'est certainement le fruit du hasard. C'est le fruit de... Ah non, 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 mais c'est installé en 30 secondes là. Ils doivent redémarrer vos machines là. Non, pas de Clique, ça installe. Ça y est, c'est pas long, ça prend 2 minutes. Non, non, vous allez pas les manger. Hein. Ah ouais, d'accord. Je ok. déconne, je déconne. Non, on déconne pas avec la bouffe. Non, Bien sûr mais que vous allez aller manger. Ça redémarre là. Bah ça c'est normal que ça redémarre. Et oui. Voilà, ça a redémarré, bah tout va bien, bah vamos a comer alors. Creo que está la hora de la comida? Si, señor. Muy bien. Bon bah vale alors. Entonces, vamos a comer. Si? Installation. Instalación. Muy bien. Si. J'avais pas mis DNS moi, et là après redémarrer, il l'a mis en 127. C'est normal. Está bien. Ok. Vale. Vamos a comer. Il a faim en fait. Ah mais t'as pas posé ta question toi? Ah oui. Eh, Jojo. T'avais une question avant la pause et tu l'as pas posée après la pause. Oh, ça sert à quoi que je te dise de noter? Non, mais je vais quand même. Bon alors ce sera après manger alors, dans ce cas-là. Bah ouais super, qu'est-ce que je te dise? C'est l'heure de manger, je t'ai dit C'est mis après. automatiquement en fait. Bon alors vite, allez pose-la vite. Vas-y, vas-y, vite. Non, c'est ça, c'était pour revenir sur les contrôleurs de domaine. Oui. Il n'y en a forcément qu'un par domaine. Bah non. Serveur contrôleur de domaine. Il peut y avoir une redondance. C'est même pas IA. Alors attends, stop. Là. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce schéma? Donc, alors, non, je vais poser la question différemment. Dans le schéma qui est dans le stream là, tu vois combien de fois le mot DC? 2. Il y a donc combien de DC? Bah voilà. Donc non, il n'y en a pas forcément... Alors attends. Tu l'as dit après la pause, ça, non? Ouais, je sais que tu l'as expliqué après la pause. On va dire que c'était après la pause.
Alors, donc pour approfondir ce sujet, il y en a au minimum un. Il ne peut pas y en avoir moins que un. Et après, il y en a autant que tu veux. Donc il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 10, 30 contrôleurs de domaine si vous voulez. Il y a pas de... Mais c'est tous des réplicas ou ça peut Tous des réplicas. Alors après, la question de un contrôleur de domaine minimum, bah, on n'a pas le choix, donc c'est 1. 2, c'est très fortement conseillé pour la redondance. Et après, 3, 4, 5, c'est pour l'équilibrage de charge. Il y a des entreprises où c'est, il est 9h00, j'ai 5000 salariés qui ouvrent la session en même temps. Donc là, peut-être que mes 2 petits contrôleurs de domaine, ils vont un peu tirer la langue. Donc j'en mets 15 contrôleurs de domaine, comme ça, le matin à 9h, ça fluidifie le trafic, entre guillemets, de l'ouverture de session. Parce que j'ai énormément d'utilisateurs. Voilà, ça peut être ça. C'est minimum 2 pour la redondance, ça c'est le côté sécurité. Et après, plus que 2, c'est l'équilibrage de charge. Voilà, c'est pour répartir la charge, c'est tout. Il n'y a pas plus besoin de redondance qu'après 2. Hein. Que tu perdes 3 contrôleurs. Bon, on peut perdre un contrôleur de domaine une fois. Bon, d'accord. Mais pas 15. Bon, tu peux perdre 2 contrôleurs. Mais pas 15. Bon, d'accord, t'en perds 3. Là, vraiment, mais pas 15. Vraiment une catastrophe nucléaire. Bon, une catastrophe nucléaire, d'accord. Bon, t'en perds 6. Mais pas 15. J'arrive pas à faire l'accent. Il a trop un accent. Bon allez, hop, c'est bon, on peut aller manger? Allez, pif paf pastèque.